Être un super-héros. Isabelle Maréchal. Merci beaucoup pour tous ceux qui se joignent à nous. Sachez qu'on vous donne la recette de la longévité. Restez là, les amis, partez nulle part. Éric Simard est notre invité. Il est docteur en biologie, spécialiste de la longévité. Il vient de publier mon protocole longévité, ce que dit la science pour vivre jeune longtemps. C'est vraiment un ouvrage que je vous recommande, là, parce que, puis c'est pas parce qu'Éric est à côté de moi, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à le lire. C'est chargé de beaucoup d'explications effectivement scientifiques et ça, j'apprécie ça, Éric, parce que c'est clair, il y a tes conclusions là-dedans comme spécialiste, mais il y a beaucoup de... C'est à la fois didactique, mais pas plate. Ça, c'est extraordinaire. Et on a Jean-Marc qui a une question au bout du fil. Bonjour, Jean-Marc. Oui, bonjour. On vous écoute? La question, évidemment. Oui, merci. Bonjour, pas particulièrement à vous, Isabelle. Oui. J'ai eu la chance de vous écouter quelques reprises lorsque je suis disponible, et j'aime bien votre émission. Merci. Et pour Éric, j'aimerais savoir si le NMN, nicotinamide mononucléide, je pense, je suis pas sûr, certain de le nommer comme il faut, mais si c'est un supplément qui permet justement à ajouter quelques années de plus à notre espérance de vie. Oui, en fait. Merci de votre question, Jean-Marc. Oui, merci de la question. En fait, on parle de suppléments qui peuvent avoir des impacts sur la longévité, le vieillissement cellulaire. C'est quoi ce supplément-là? C'est, écoute, le NMN vient en fait des travaux de David Sinclair à l'université Harvard qui a montré en fait que à travers le processus de vieillissement, il y a un élément particulier au niveau de la cellule, en fait, qu'on appelle le NAD+, qui va informer la cellule sur son état énergétique, si tu veux, puis on peut essayer de tromper un peu le système en prenant tout simplement par voie orale pour augmenter la quantité qui baisse en vieillissant. Techniquement, c'est quand même intéressant. Il y a eu des résultats, en fait, sur la prise de ce supplément-là, puis tous les modèles animaux, en fait, toutes les études qu'il y a eu à l'intérieur autour de ça, en fait, qui ont été très probants, en fait, au niveau des résultats. Là, c'est quand même intéressant. Personnellement, je préfère essayer... Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que d'un point de vue biologique, les baisses de ce type-là qu'on observe, qui sont reliées à un moins bon fonctionnement des cellules, on pourrait agir avant, essayer de maintenir les cellules en meilleure fonction, puis maintenir la production naturelle de tous ces éléments-là qui baissent. Mm-hmm. Moi, je préfère tout le temps essayer de maintenir la meilleure fonction possible au lieu de supplémenter, en fait, pour essayer de combler, en fait, quelque chose qui a baissé avec le temps. Parce que quand on fait ça d'un point de vue biologique, souvent, on se rend compte qu'on débalance autre chose parce que ça n'a pas été pensé comme ça. Mm-hmm. Fait que moi, toute mon approche est orientée vers le fait, en fait, d'agir en amont. Si on parle de supplément, en fait, dans le fait d'agir en amont, on pourrait, en fait, dire que du côté de la longévité, du vieillissement cellulaire, on a maintenant des outils de nouvelle génération qui nous permettent d'agir sur ce qu'on appelle le vieillissement primaire, en fait, des cellules, puis améliorer à la base même leur fonctionnement pour maintenir un meilleur fonctionnement plus longtemps dans notre vie. Et ça, c'est les études, entre autres, que j'ai menées avec l'Université Concordia, ici à Montréal, qui nous ont menés à publier, en fait, puis à faire la manchette plusieurs fois, en fait, au cours des dernières années. Donc, sur ce qu'on appelle des gyrosuppresseurs, des molécules qui vont ralentir la vitesse du vieillissement primaire des cellules. Du côté de la supplémentation, moi, je regarderais deux choses, deux grands axes, en fait. Les gyrosuppresseurs d'un côté, puis de l'autre côté, ce que moi, j'appelle les suppléments essentiels. Où ce que si vous ne prenez pas déjà la dose nécessaire optimale de vitamine D, la dose optimale en oméga 3 et des probiotiques, en fait, au besoin, il faut considérer ça avant tout. S'assurer un bon fonctionnement, tout simplement, du corps humain. Faut-tu prendre ça tous les jours? Puis par la suite, on ajoute des gyrosuppresseurs. Oui, il faut prendre ça tous les jours. En fait, dans le cas de la vitamine D, les oméga 3, ça va de soi, puis il faut prendre des doses suffisantes. Je parle de la dose optimale, là. C'est-à-dire? Dans la vitamine D, moi, je recommande 50 unités par kilogramme de votre poids par jour. Vous pouvez le calculer, en fait, vous pouvez l'ajuster parce qu'on devrait tout ajuster ça selon notre poids. Okay. Et dans les oméga 3, c'est 40 mg par kilogramme de votre poids par jour. Ça fait que là, si vous le calculez, probablement que tous ceux et celles qui sont avec nous actuellement à l'écoute, vous allez vous rendre compte probablement que vous en prenez pas assez. La vaste majorité des gens, c'est le cas. Attends, vitamine D, tu as dit 50 unités par kilogramme de poids, puis 40 unités, c'est pourquoi? 40 mg. 40 mg, tu disais? Par kilogramme de votre poids par jour au niveau des oméga 3. Puis on calcule la quantité en AEP puis en ADH, en oméga 3 en tant que tel, et non pas la quantité en huile de poisson totale. Donc ça, déjà, c'est essentiel. Là. Puis au niveau des gyrosuppresseurs, ce qui est le mieux décrit à l'heure actuelle, qu'on a le plus de données chez l'humain, parce que on a des données chez l'humain au niveau d'une multitude de mécanismes dans le vieillissement cellulaire, en fait, puis même qui se répercutent dans l'amélioration, la réduction des risques de certaines maladies. Au niveau des polyphénols d'olive puis du resveratrol, c'est très clair.
Puis on a découvert avec Le l'Université resveratrol, Concordia... c'est le vin rouge, ça, Éric? Oui, bien sûr. La mais tomate? là, malheureusement, Isabelle, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as environ 1 à 1,5 mg de resveratrol d'un bon verre de vin rouge. C'est pour ça que je bois du blanc, sincèrement. La dose optimale serait dans les environs de 125. Ah, OK. Fait qu'on Et on fait quoi? Mettons dans l'alimentation. Tu peux pas en manger assez dans Faut en l'alimentation. Il y prendre. en a dans le chocolat noir, il y en a dans les arachides. Mais même si tu mangeais du chocolat noir, des arachides avec ton verre de vin rouge, ça ne sera pas encore assez. OK. Il faut le prendre en supplément pour atteindre la dose optimale. Puis au niveau des polyphénols d'olive, tu serais capable, par exemple, de prendre une huile d'olive de qualité qui va piquer la gorge au goût. Là. C'est 40-50 ml par jour qu'il faudrait prendre à tous les jours. Ah oui. C'est ce qu'ils font à peu près dans l'alimentation méditerranéenne. Puis ça, c'est le niveau de base. Techniquement, on sait d'un point de vue scientifique que probablement 3 fois ce niveau-là, ça aurait des impacts encore supérieurs. On a wow. tellement de questions. Tellement, là. mais écoute, je veux remercier notre auditeur. Merci beaucoup, Jean-Marc, de votre question. Puis merci de nous écouter, puis essayez de le faire plus souvent. Merci beaucoup. On est aussi en rediffusion sur l'application Cube, n'est-ce pas, Fred? Absolument, et sur la chaîne YouTube de Voilà. Cube pour plusieurs des segments. Quelqu'un a eu des traitements de chimio il y a 2 ans, dit « J'ai vieilli beaucoup, que dois-je faire pour retrouver mon âge? » Très bonne question, ça. Eh boy! En fait, tous les gens qui vont malheureusement avoir à passer par là, la chimio, bien sûr, va causer beaucoup de dommages d'un point de vue cellulaire. Hein. Il faut regarder tout l'ensemble de toutes les habitudes de vie puis essayer de tout optimiser. Mais une chose est sûre, en fait, l'activité physique chez les gens qui ont déjà eu un cancer réduit énormément, en fait, les risques de rechute par la suite. Faut bouger, c'est ça le Oui, secret. c'est extrêmement important. Puis c'est là, il faut repenser tout l'ensemble de vos habitudes de vie, en fait, puis ne rien laisser de côté. Et tu sais, ça inclut, en fait, la saine gestion du stress, la qualité du sommeil. Tantôt, on parlait de la qualité de la vie sociale, la saine alimentation, on en parle beaucoup, en fait. Puis la question d'activité physique, bien, aller marcher, c'est mieux que rien. Ben oui. Mais si vous voulez la vérité, Ouais. c'est pas assez. Ça prend un peu d'activité physique intense. Quitte à ce que ça soit pas beaucoup, ça Non, prend mais quand même un peu d'activité Faut physique marcher intense. sérieusement, là. Ça fait de la marche rapide. Puis ça prend de la musculation. Ben, la marche rapide, c'est encore pas si mal, mais tu sais, quand je parle d'activité physique intense, il faut que tu deviennes essoufflé assez pour avoir de la misère à parler. C'est exact. Ouais. Ça a un impact biologique beaucoup plus important que juste le fait de marcher, même si tu marches à très grande distance. Le mieux, Tu m'as pas vu marcher, Éric. Moi, que je suis au téléphone, tout le monde se dit voyons, pourquoi t'es essoufflé de même? Tu vois? Ça, c'est un bon test. Faut Ouais. parler pour Tu voir. fais un peu de c'était- musculation? Non, ça, moi. Ça, c'est Bon. ça, c'est mon truc à Écoute, travailler. on va réviser Oui, ensemble tes faut que je habitudes travaille de vie. ça complètement. Mais non, c'est sûr. On a également un autre auditeur au bout du fil, Éric. Merci Vous avez une question, je pense, hein, Éric? Oui, bonjour. Écoutez, je ne veux pas rentrer dans quelque chose de trop compliqué, mais c'est parce qu'il y a des différences entre le type de gras qu'on a. On parle de gras viscéral, on peut parler de gras abdominal, on peut parler de gras sous-cutané, mais aussi tout ce qui est là au niveau... quelle est la différence entre un bon taux de gras, un mauvais taux de gras? Admettons qu'on prend un ours qui va hiberner, là, ça y est, on prend du gras pour réussir à survivre, à un hiver complet là, dans sa hutte. Là. Un joueur de football de ligne va avoir, quand on regarde ça, là, on regarde les joueurs de la NFL, il y en a qui ont des bons bedons, mais qui semblent être quand même assez en forme. Ouais. À quel moment on ne devient plus en forme selon le type de taux de gras, le type d'activité qu'on fait? En fait, il y a beaucoup de toutes les questions qui touchent le métabolisme, j'entends, là, dans la question d'Éric. Ah oui, puis bon, on en a Parce qu'il y a parlé. des gens qui ont des métabolismes plus rapides. Tu sais, l'ours dans sa caverne, probablement que son métabolisme il est réduit au minimum. Tu sais, Pendant l'hiver, oui, tu as raison. fait que donc, il dépense moins. Il y a du gras, mais il ne perd pas tant que ça. Non, tu as raison. Ça, c'est un peu complexe, en fait, comme Ouais. considération, mais Hey, nos Moi, je vous auditeurs dirais sont que- bons, sont juste border. parce que la On veut question... de passer des cols un petit peu, là. On veut juste voir. Oui, si ben non, t'es- écoute, c'est intéressant. La question ici était reliée à la question du gras corporel, Ouais. encore une fois, en fait, mais aussi à quand est-ce qu'on arrête d'être suffisamment en forme. Exact. Ben, moi, honnêtement, en fait, je crois que tout le monde, sans aucune exception dans la société, si on considère la façon dont l'être humain a vécu par le passé, là, je parlais Ouais. des hommes des cavernes tout à l'heure, là, que c'est hier, on devrait tous être capables de courir 1 kilomètre. Oh, aïe. Et ouais. Ouais. Et là, bon, on n'est pas capable de le faire. Non. Ben, vous êtes capable de courir comment longtemps? Parce que la bonne réponse, en fait, dans mon livre à moi, ça serait, Ouais. es-tu capable de courir 1 kilomètre? Oui, tu es en forme. Ça, c'est pas pire déjà. OK. T'es pas capable de faire ton kilomètre.
Il y a d'autres évaluations, parce que là, ça, c'est rien qu'une question de capacité physique, là. Mais du côté de la santé métabolique, un élément qui va beaucoup vous renseigner sur votre état au niveau de la santé métabolique, c'est êtes-vous capable de vous entraîner très fortement, le ventre vide, complètement à jeun, sans avoir rien mangé. Si vous êtes à jeun, vous n'avez rien mangé depuis plusieurs heures, vous êtes capable de vous entraîner très fortement, sans avoir d'étourdissement, de maux de cœur, de mal de tête ou quoi que ce soit. Vous êtes en bonne santé métabolique parce que le corps est capable de le gérer puis de bien réagir. Puis on est fait pour ça. Quand on développe de la résistance à l'insuline, malheureusement, puis que là, on a un surpoids, parce que quand on parle de surpoids, il n'est pas problématique tant qu'il n'est pas relié à de la résistance à l'insuline puis à de l'inflammation. Ouais. Fait que quand on développe de la résistance à l'insuline, notre corps a de la difficulté à gérer toute l'apport énergétique, la transformation énergétique, la libération du glycogène, en fait, d'aller rechercher nos réserves de graisse à travers nos poignées d'amour. Et là, on ne sera pas capable de s'entraîner à jeun, tout simplement, si on fait de la résistance à l'insuline. On va avoir mal au cœur, on va être fatigué, on va avoir mal à la tête, etc. C'est pas normal. Tout le monde devrait être capable de le faire, tu comprends? Ouais. Donc comment on fait pour pallier à ça? Écoute, faut y aller graduellement. La clé est tout le temps là. Il faut y aller graduellement, tout simplement. Il y a plusieurs facettes. D'un côté, il y a toute l'activité physique qui va nous aider à améliorer notre santé métabolique. Puis de l'autre bord, il y a le fait de ne pas nécessairement manger tout le temps et de faire attention à ne pas trop consommer de glucides non plus. C'est ça. C'est clair qu'on mange trop de glucides. Je vais vous donner des chiffres qui sont assez frappants, là. Au début des années 1900, un adulte moyen mangeait environ 2 kilos de sucre par année. On serait aux environs en moyenne de 80 kilos par personne de la population. Là, on est en moyenne à 80 kilos. Ça veut dire qu'il y en a qui sont peut-être bien à 100, 120 kilos de sucre par année. C'est incroyable. C'est facile de comprendre qu'on n'est pas fait de manger ça, là. C'est très clair, techniquement. Fait qu'il faut faire attention, c'est sûr, à la question de la consommation de glucides. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? Bien, si une personne n'est pas en santé puis doit rétablir sa santé, c'est plus difficile, il va avoir besoin d'être plus drastique que quelqu'un qui est déjà en santé, qu'est-ce que lui peut se permettre. Ça, c'est différent. Puis entre autres, là-dessus, moi, j'attirerais votre attention sur un élément qu'on a beaucoup parlé au cours des dernières années, qui est la consommation du vin, en fait, puis de l'alcool. Il y a pas quelqu'un encore qui a posé la question, justement, sur ouais, mais mon verre de vin, lui, est-tu bénéfique ou il l'est pas? Ouais. D'après moi, honnêtement, la raison pour laquelle on voit beaucoup de variations dans les études, c'est qu'on s'adresse à qui, en fait? Si actuellement on s'adresse à la population nord-américaine, nord-américaine en fait, ou même ici canadienne, qui est relativement en mauvaise santé métabolique, d'après moi, il n'y a aucune consommation de vin qui est bénéfique ces gens-là parce qu'ils ne sont pas assez en bonne santé pour se le permettre. Mais les gens en bonne santé, d'après moi, une consommation légère de vin rouge va être bénéfique pour la santé. Vous comprenez la différence? Oui, tout à fait. On ne part pas tout en même place. Dans le fond. Non, c'est ça. Mais tu dis dans ton livre que fumer, toutefois... Ah non, ça, c'est terrible. C'est la première chose à arrêter, en fait. Puis là, ce qui est intéressant là-dedans, Isabelle, parce que tout le monde est capable de comprendre que de fumer, justement, est terriblement néfaste pour la santé. Ou vapoter de la nicotine. Puis que le bénéfice que tu vas gagner, finalement, à arrêter de fumer est extrêmement important. Bien, imagine-toi aussi que j'explique dans mon livre que de ralentir le vieillissement que de seulement 2 à 3 %, il y a une étude qui a montré que juste 2 à 3 % de ralentissement, on va chercher un bénéfice de l'amplitude d'une cessation tabagique, mais en positif. Tu comprends la chose? Ouais. Fait qu'à la minute où on a une activité, parce que là, ils l'ont fait avec l'alimentation dans l'étude en question que je cite, là, à la minute qu'on a des activités qui réussissent à ralentir un petit peu le vieillissement, on a un impact bénéfique en santé humaine qui est vraiment gigantesque. On repousse la maladie. Écoute, Éric, il va falloir que tu reviennes. Tu as officiellement une carte chouchou. Toutes les questions qui touchent le jeûne, il y a des gens qui nous ont parlé du jeûne et tout. On va s'en garder parce qu'on pourrait faire l'après-midi là-dessus. La longévité, c'est un sujet qui mérite qu'on en discute longuement, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Éric Simard, merci beaucoup d'avoir été là. Docteur en biologie. Je rappelle son nouveau livre, Mon protocole longévité, ce que dit la science pour vivre jeune longtemps. Puis est-ce que je peux dire le scoop que tu vas même être publié en Europe? Ben oui, bien sûr. Mais bravo. À très Merci bientôt. beaucoup. On parlera du jeûne, plaisir. du sucre et de toute autre choses qui ont un impact sur notre santé. Tout de suite après la pause, Hugo Girard, c'est un peu connexe, je vous le disais, là, on va parler de son enjeu, qui est la ménopause, qui est l'andropause, pardon. Puis Éric disait dans son nouveau documentaire, on parle beaucoup de ménopause, puis c'est vrai qu'avec l'automéno de Véronique Cloutier, il y a eu comme une espèce de voile de levée là-dessus. On parle moins d'andropause. Et là, j'espère que les gars, les hommes qui vous nous écoutez, là, vous allez avoir des questions pour Hugo, parce que il en parle de façon tout à fait ouverte, transparente. On a très hâte de discuter avec lui.